Né d'un adultère, partie 3. En fait, ils ont fini par savoir la vérité, c'est-à-dire qu'ils ont su que ce que je disais, c'était vrai. Euh, et du coup, voilà, donc petit à petit, en fait, on a repris contact, on s'est revus tout doucement, mais... Et voilà, et aujourd'hui, on continue de se voir. Du coup, on se voit quand je vais à Lyon, donc pas hyper souvent. Mais voilà, on se souhaite nos anniversaires, on s'envoie de temps en temps des messages. Et quand on se voit, c'est toujours... Enfin, en tout cas, pour moi, enfin, moi, je suis toujours contente de les voir. Et des fois, on se voit et on parle un peu de tout ça, qui reste compliqué, de comment tout ça évolue, de chacun, notre relation avec ce père qu'on a en commun. Euh, mais c'est quand même toujours des moments un peu compliqués à vivre. En 2020, donc, je rencontre également donc, la sœur de mon père, donc ma tante, donc, qui habite aussi à Paris. Donc c'était pour moi un souhait de la rencontrer depuis longtemps. Enfin, j'ai toujours su qu'elle habitait à Paris. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du coup envie de la rencontrer. Elle a été très chaleureuse, très... à tout de suite, voilà, à me considérer tout de suite comme sa nièce. Euh, Elle m'a raconté aussi plein de choses sur ses parents. En début d'année 2022, elle m'explique que donc là, cet été, elle va retourner en Espagne. Parce que du coup, à cause du Covid, ça faisait 3 ans qu'elle n'y était pas allée. Mais elle y va aussi tous les étés. Et, et du coup, donc, en fait, elle me propose de venir. Donc, elle va donc dans le village d'où viennent mes grands-parents. Donc elle me propose de venir avec elle, de les rejoindre une semaine, donc moi et ma famille. Et donc elle m'a dit voilà, si ça te dit, réfléchis, pas d'obligation, te sens pas obligé, mais voilà, moi ça me fait plaisir de te faire découvrir euh, tes origines et de te faire rencontrer toute la famille qui est restée en Espagne en fait. Et donc c'est ce qui s'est passé. Là, cet été, je suis partie là-bas. C'était un voyage très riche. Je rencontre mon père biologique. Et c'est pour moi une renaissance. C'est l'aboutissement d'une quête, c'est aussi accéder à une vérité et une réalité que personne ne pourra me voler cette fois. Alors évidemment, lui, il reconnaît la liaison avec ma mère, il reconnaît que bon... alors, il y a un peu un flou artistique sur est-ce qu'il était au courant, il n'était pas au courant de ma naissance. Je préfère le laisser lui et ma mère avec leur légende personnelle, c'est pas mon histoire. En tout cas, il ne dit pas que je suis sa fille, mais il accepte de me rencontrer. On se voit pas une fois, on se voit toute la durée de mon séjour à New York. J'avais pris une semaine de congé. Et, euh, et tous les jours, il m'invite à aller au musée, déjeuner avec lui. Et en fait, ça se passe très bien. Et puis surtout, je réalise que je lui ressemble comme de gouttes d'eau, en fait. Qu'on a les mêmes tics de langage, la même manière de se tenir, que j'ai fait des choix dans ma vie qui sont des choix qu'il a faits, qu'il y a quelque chose de l'ordre du caractère, que je ne voyais pas du tout chez mon père élevant ni chez ma mère et que je vois chez cet homme-là. D'une image cryptée, j'ai l'impression de passer en clair, c'est-à-dire que tout à coup, tout s'assemble et je me dis, ok, donc ça n'est pas parfait. Mes parents ont clairement pas fait les choses comme il fallait. J'ai été cachée, mais là, j'accède à une réalité. Et si vous voulez, je repars de ce séjour à New York différente, bouleversée parce que pour moi, c'est terminé. Voilà, j'ai remonté le fil, j'ai remonté le cours de l'histoire de mes parents, leur rencontre, leur aventure. Je leur laisse. C'est leur histoire, ça n'est pas la mienne. Moi, ce que je voulais voir, c'était d'où je venais physiquement, d'où venaient certaines de mes envies, certaines de mes... Et en fait, ça venait de lui, tout simplement. Forcément, j'ai prévenu ma mère que je l'avais retrouvée.
Et une fois de plus, ma mère ne m'a pas demandé comment j'avais vécu ces retrouvailles. Elle m'a demandé comment le contacter lui. Quand je suis descendue de l'avion, j'ai tout de suite pleuré. J'étais émue. Mais du coup, c'était... Enfin, comment dire, c'était... Pour moi, je pleurais pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'en plus, pour moi, ça a toujours été très compliqué de mettre des émotions là-dessus, de ressentir des émotions là-dessus. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, je disais que, en fait, moi, ça m'avait jamais manqué de pas grandir avec mon père, puisque, en fait, j'avais jamais connu ça. J'avais toujours minimisé la situation. Rien n'était grave par rapport à tout ça. Et donc là, voilà, je pouvais laisser parler mes émotions. Donc c'était un moment très fort. C'était un aboutissement, ce voyage. Pour moi, c'était une réparation. Je pense que, je sais pas, hein, mais je me suis un peu mis dans la peau de, voilà, je sais pas, de quelqu'un qui est adopté et qui retourne dans le pays qu'il n'a pas connu. Enfin, c'est différent, mais j'ai eu l'impression de ressentir un peu ça, vraiment. Lors de ce voyage, il y avait donc mon conjoint et mes filles. Et du coup, effectivement, la plus jeune est trop petite pour comprendre, mais la plus grande, elle faisait vraiment le lien avec elle. Du coup, quand on était sur la tombe de ma grand-mère, elle disait « Ah, donc c'est mon arrière-grand-mère ». Elle faisait toujours le lien « Ah, donc ça veut dire que moi aussi j'ai des origines espagnoles ». Et moi, j'étais heureuse de ça, qu'elle fasse ce lien. Et il y a dans mon histoire, mais je crois, et ça m'intéresserait de l'entendre, dans d'autres histoires d'enfants adultérins, cette impression qu'on est l'objet de quelque chose. Ma psy avait très bien formulé les choses en me disant, puisque je lui parlais de ma difficulté à renouer après toutes ces révélations, un lien avec ma mère, elle me dit, mais en fait, pour votre mère, vous êtes un objet. Vous êtes l'objet de son amour pour cet homme, de ses retrouvailles avec cet homme. Vous n'êtes pas sujet. Et c'est important de le dire parce que c'est exactement ce que je me sens. Et c'est très difficile de se comporter comme sujet de sa propre vie quand vous n'êtes pas censé exister. La suite de mon histoire prouvera, et le prouve encore, que je suis l'objet qui a permis à ma mère donc d'essayer de faire levier. Alors, oui, elle m'a peut-être fait par amour pour cet homme, mais je suis l'objet d'une tentative de s'extraire de son mariage pour avoir un autre homme qui n'a jamais quitté sa femme, qui a fait des enfants avec une autre femme. Enfin bon, donc objet qu'on cache. Puis quand je retrouve mon père biologique, objet parce qu'elle ne me demande pas comment moi je vais, mais en me disant comment je peux le contacter. Puis quand j'organise une rencontre tous les trois, objet parce que ma mère me plante, et mon père aussi, ils me plantent tous les deux pour aller dîner ensemble et que je me retrouve seule sans qu'on me demande si ça me ferait plaisir de venir avec eux. Mes parents biologiques se sont refréquentés, donc je vous parle de ça à presque 40 ans de distance. Enfin, oui. Et alors, je ne vais pas parler pour eux, mais le fait est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, oui, ils sont de nouveau... ils vivent ensemble. Que ses enfants à lui connaissent ma mère, que visiblement il connaîtrait mon existence, mais je ne suis pas intégrée dans cette histoire. C'est-à-dire que je ne vois pas mes parents ensemble, je ne vois plus ma mère, parce qu'il paraît que c'est trop compliqué de me voir. Je suis toujours objet parce que je n'existe pas dans cette vie-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant que en tout cas, quelque part, un enfant illégitime né de cette liaison existe, mais je ne suis pas invitée au repas, je ne suis pas conviée avec mes enfants. Donc je suis toujours un objet d'un événement à un moment donné qui n'est toujours pas... pour mes parents biologiques, j'existe tellement pas comme sujet que c'est même pas envisageable de m'inviter à manger un repas le dimanche midi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que... l'adultère, c'est comme une marque, c'est gravé, c'est tellement la honte qu'en fait, c'est mieux de faire comme si je n'existais pas du tout. J'emploie ce mot que ceux qui ne sont pas concernés ont parfois du mal à comprendre. Je dis que je suis toujours la bâtarde parce que
Je suis, voilà, j'ai 2 enfants, je sais me tenir, je je suis pas d'une compagnie trop désagréable. Je pense que quand on est parent, on peut se dire, tiens, c'est sympa, on est content d'accueillir notre fille, malgré le contexte de la conception, voilà. Voilà, je pense que c'est pas... Enfin, je vais pas arriver en souillon à raconter des horreurs à table, dire voilà, je suis bien élevée, quoi. Mais non, je reste indésirable. Mais donc oui, mes parents me font encore aujourd'hui porter les stigmates de quelque chose que je n'ai pas provoqué, dont je suis la victime. Et ça, je crois pouvoir dire que c'est assez fréquent dans ces histoires. Et que c'est le plus terrible, c'est que on se retrouve marqué littéralement à vie par quelque chose qu'on subit complètement. Et que ça demande une force inouïe de s'inventer, de se construire, de grandir, de faire des enfants, d'être en couple, en tout cas d'être en interaction avec le monde quand tout contribue à nier notre existence. Moi, c'est un combat de tous les jours. Je me voyais mal aussi expliquer à mes enfants pourquoi est-ce que quand leur grand-mère repartait, elle vivait avec mon père biologique, donc leur grand-père biologique, et pourquoi c'était pas possible d'y aller, mais qu'on devait la recevoir et que les questions autour de mon enfance, de ce secret, puisque mes enfants connaissent toute la vérité, pourquoi c'était pas possible d'en parler. Je refuse de faire porter ça à mes enfants. Ça s'arrête avec moi, en fait. J'ai décidé que ça s'arrêtait avec moi. Quand vous êtes enfant adultérin, votre conception même, c'est-à-dire que c'est quasiment dans vos gènes, quoi, j'ai envie de dire. Il y a un marqueur tellement fort. J'ai l'impression que vous devez déployer une force au quotidien pour vous sentir légitime à exister, à prendre votre place, à parler. En fait, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de me taire. Et surtout, quand je commençais à raconter mon histoire dans des dîners, vous savez, à la fin des dîners, on parle des histoires de famille, systématiquement, quelqu'un me disait « Tiens, c'est marrant, moi je connais une histoire comme ça aussi ». Et donc, je me suis dit « Mais c'est fou, en fait, on est beaucoup, enfin ça existe vraiment ». Et j'en ai eu marre, je me suis dit, moi je vais raconter mon histoire, mais à ma manière. Et surtout, je vais permettre à d'autres gens de la raconter. Alors oui, j'ai écrit un livre qui est la suite, donc le livre qui s'appelle « Le syndrome du bâtard », qui est la suite d'un projet que j'ai initié dans mon coin, qui est un site internet qui s'appelle « Bande de bâtards ». Et donc, il y a eu ce site que j'ai fait pour raconter et puis un peu pour que ça existe quelque part, pour que si des gens tapent sur Internet, comme je l'avais fait moi à l'époque où j'avais rien trouvé, tapent secret de famille, filiation, qu'ils se disent « Ah oui, il y a d'autres gens qui sont concernés, ça existe puisque c'est écrit quelque part ». L'idée était de voir pourquoi c'est encore si tabou, pourquoi on souffre, nous, enfants illégitimes, de ce sentiment d'imposture et d'illégitimité, même après la révélation, pourquoi nos mères, nos pères ont l'incapacité de raconter ces histoires et pourquoi en famille, ça reste quelque chose d'indéboulonnable. Je voulais qu'on sorte du regard des parents pour aller au regard des enfants nés de cette manière. Et encore une fois, on s'en fiche bien de savoir qui a couché avec qui, on veut juste savoir la vérité. De qui on est l'enfant. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ? Est-ce qu'on est né d'une relation consentie ou pas ? Quel a été le contexte ? Comment notre mère a vécu cette grossesse ? Parce que tout ça, en fait, ça vous constitue. On ne veut pas refaire l'histoire, on ne veut pas juger une décision. On veut juste connaître la vérité sur nos origines, les conditions de notre naissance. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité à son enfant, qu'il soit enfant ou adulte. Moi, je me sens aujourd'hui à ma place parce que j'ai trouvé les mots et puis surtout parce que si ça peut aider une personne, alors c'est gagné, en fait. En fait, je me souviens une fois je pense que ça devait être je sais plus si c'était une émission ou un livre sur tout ce qui est secret de famille. Et du coup, dans cette émission-là, ils ont utilisé le terme de sortir de l'ombre.
Ça m'a tout de suite parlé parce que j'ai vraiment eu ce sentiment-là de sortir de l'ombre. Du coup, ça a été une vraie épreuve de sortir de l'ombre parce que moi, j'ai toujours tendance à vouloir être dans l'ombre. Je suis plutôt observatrice. Je me souviens que quand, après le Covid, on a dû tous porter des masques, en fait, moi, j'adorais. Je me souviens qu'en réunion, j'avais moins de mal à parler parce qu'en fait, être masquée, ça m'aidait. Et du coup, sortir de l'ombre, c'était une épreuve, mais c'est en même temps réparateur. Et du coup, je pense que là, je continue de travailler là-dessus. Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et sur friction.co.